Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour à votre avis. D'où nous viennent les systèmes politiques en vigueur dans nos pays? Y a-t-il adéquation entre ces systèmes politiques, d'une part, et d'autre part, les paradigmes socioculturels et historiques auxquels se réfèrent les peuples africains? En quoi une éventuelle inadéquation entre ces systèmes politiques et nos références socioculturelles peut-elle expliquer l'échec à tout point de vue de la gouvernance dans les États post-coloniaux que sont les nôtres? Voilà les quelques questions que j'ai le plaisir ce soir de débattre avec le seul invité que nous avons, mais c'est un invité de marque. Il s'agit du professeur Mamadou Koulibaly. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'Africab Télévision. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Merci. Le professeur Mamadou Koulibaly est ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et il est actuellement, et à ce titre sur ce plateau, président du parti Leader de Côte d'Ivoire. Alors Leader, c'est Liberté et Démocratie pour la République. Je vous invite maintenant à suivre le micro-trottoir dans votre avis pour savoir ce que les Africains pensent de la problématique de ce soir. Ici au Niger, nous avons essayé le régime semi-présidentiel et ça nous a garanti au moins une stabilité pendant 10 bonnes années. Moi, je pense que c'est avec un bon Premier ministre, je pense que c'est un bon régime politique qui peut convenir à notre pays. Mais, il y a un mais toujours, on peut aussi essayer le régime parlementaire. Pourquoi ne pas essayer aussi le régime parlementaire? Donner le pouvoir à 100% au Parlement, voir à quoi ça peut ressembler. Moi, je pense honnêtement que le système parlementaire convient, dans la mesure où les parlementaires représentent le peuple. Ils sont élus au suffrage universel, donc il est normal que le chef du gouvernement, celui qui dirige les destinées, soit une émanation donc des députés. Dans le cas guinéen, nous sommes dans un régime présidentiel ordinaire, mais cela peut virer très rapidement vers un régime semi-présidentiel. Parce qu'il y a que si l'exécutif actuel peut prendre une initiative, un projet de loi, dans le sens, par exemple, d'une modification de la Constitution, là il va falloir les 3/4 de l'Assemblée nationale, s'il veut passer par l'Assemblée nationale, pour faire passer le texte. Or, aujourd'hui, la réalité est telle que vous avez certes l'exécutif qui est en même temps majoritaire à l'Assemblée nationale, mais c'est une majorité simple, relative. Aujourd'hui, nous, on a un système présidentialiste. Mais de la leçon qu'on tire par rapport aux différents régimes dans les différents pays africains, on voit que le développement est mieux porté par le régime parlementaire que le présidentiel, qui semble encore plus collé aux réalités, qui concentre moins les pouvoirs. Si on en a vu qu'ailleurs, par exemple aux États-Unis, c'est un système qui marche bien. Mais ça dépend de en fait comment la machine elle est moulée et comment les hommes en fait ont leur vision qui est axée. Donc... Oui, je pense que le régime qu'il faut pour mon pays, le Niger, c'est le régime semi-présidentiel. Vous savez, on a tout le temps dit que le Niger était un laboratoire de démocratie. Nous avons essayé plusieurs régimes, mais le mieux pour les Nigériens, c'est le régime semi-présidentiel. Car vous savez, le régime présidentiel, tous les pouvoirs sont concentrés aux mains d'une seule personne et cela n'est pas bien, connaissant aux hommes politiques, connaissant
les dérives dictatoriales des hommes politiques africains et nigériens en particulier, je pense que le régime le plus adapté à la démocratie nigérienne, c'est le régime semi-présidentiel. Je crois que c'est un signe fort que la démocratie est en marche en Afrique et que au fur et à mesure de l'évolution de ce système pluraliste, démocratique, politique, l'Afrique se portera mieux. Pour la première fois, la Guinée a eu un président démocratique et je crois que cela est déjà un acquis qu'il faut continuer à améliorer, qu'il faut continuer à parfaire, car aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais ceci dit, partout il y a la volonté, il y a la voie du salut, il y a le progrès, il y a l'avancée. Pour le Niger, je pense que le régime qui convient, c'est vraiment le régime semi-présidentiel. Parce que le régime présidentiel est un régime où le président de la République va tout caporaliser, va tout garder pour lui-même, alors qu'on a besoin quand même de partager les choses, voyez-vous. Donc il faut qu'il y ait un Premier ministre assez fort, un président de l'Assemblée nationale et un président de la République. À ce moment-là, pour ce régime-là, je pense que c'est ce régime-là qui convient au Niger et qui peut profiter aux populations nigériennes. Alors, professeur, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, dites-nous quelle est la finalité d'un système politique dans un pays. Lorsqu'un pays adopte un système politique, c'est pour viser quel objectif in fine? Le premier objectif, c'est de construire une nation, de faire en sorte que les groupes sociaux, indépendants les uns des autres, depuis les individus, la plus petite minorité, l'homme, jusqu'aux grandes sociétés, entreprises ou aux grandes familles, que toutes ces personnes puissent ensemble produire un certain nombre de biens, parmi lesquels la nation, se sentir membre d'une même communauté nationale, et les peuples se mettent d'accord pour donner à un État. L'État, ce n'est pas toute la société, c'est vraiment une instance qu'on crée, comme l'entreprise, comme l'église, comme la famille, une instance qu'on crée. On donne à cette instance les moyens de travailler dans l'intérêt collectif pour faire en sorte que la vie en société, le vivre ensemble, soit de qualité, le savoir-vivre de qualité. Et la constitution qui est choisie, et le système politique se reflète dans cette constitution et elle sert à limiter les pouvoirs de ceux qui sont chargés de gérer l'intérêt collectif. Limiter leur pouvoir pour qu'ils n'aillent pas au-delà de ce que la constitution leur permet de faire et ne violent pas les droits des sociétaires. Voilà le seul but. Construire une nation, donner à des gens des prérogatives, mais limiter ces prérogatives pour que ces gens ne se transforment pas en tyrans. Très bien, nous allons revenir parce que c'est fondamental. Absolument. Et c'est le cœur de notre sujet. Oui. Mais je voudrais avant, et pour la bonne information des téléspectateurs d'Africa Télévision, je voudrais que nous fassions, même assez superficiellement, la genèse des systèmes politiques qui sont en vigueur sur le continent aujourd'hui. La première question de l'introduction que j'ai faite, c'est d'où nous viennent ces systèmes? Par héritage. Pas héritage colonial, parce que les systèmes anciens, traditionnels, coutumiers ont quasiment disparu lorsque nous avons eu le choc avec les différentes formes d'asservissement. Déjà, les anciens empires ont été détruits et malheureusement la documentation est relativement rare, les sociétés étant orales. Nous ne sommes pas capables d'en savoir beaucoup plus, sauf ce que ceux qui ont détruit ces systèmes peuvent nous donner comme histoire. On ne peut pas prendre ça pour argent comptant. Les systèmes en vigueur sont les fruits de l'héritage. Héritage colonial,
dans les pays francophones et même dans certains pays anglophones, on a pris certaines conclusions du siècle des Lumières, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. On a corrigé cela avec ce que nous admirons le plus, la Constitution de la Ve République française. De Gaulle a taillé cette Constitution à sa mesure et la plupart des pays africains indépendants ont aussi copié ce format. Certains, tous n'ont pas copié ce format, certains ont choisi de s'aligner sur une tradition qui est différente de celle de la Constitution de 1958, la Constitution française, et se sont alignés sur le modèle de Westminster, le modèle britannique. Bien sûr, en écrivant une constitution contrairement aux Anglais, mais en se donnant un régime qui permet de rendre responsables ceux qui gouvernent devant les représentants du peuple, le Parlement. Dans le modèle de la Constitution de 58, le modèle présidentiel ou présidentialiste, celui qui gouverne n'est pas directement responsable devant le Parlement, il est responsable devant le peuple directement. Nous allons entrer dans les spécificités des différents régimes. Moi, je voulais d'abord que nous parlions de la genèse. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un héritage. Ça signifie donc qu'il y a autant de systèmes, qu'il pourrait y avoir autant de systèmes qu'il y a eu de formes de colonisation. De formes de colonisation. Est-ce qu'il y a des spécificités? Des mimétismes. Quand les indépendants sont arrivés, la plupart des pays africains se retrouvent en train de choisir des présidents de la République, des chefs d'État. Avant la période, pendant toute la période coloniale, nous avions de grands espaces anglophones, francophones, lusophones. Et à la veille des indépendances, les puissances coloniales ont morcelé les territoires et dans chaque territoire, il y a eu un transfert de compétences. Nos États n'ont pas eu de déclaration d'indépendance comme les pères fondateurs des États-Unis ont déclaré l'indépendance. Nous, c'est des compétences qui étaient traditionnellement gérées par les puissances tutélaires qui ont été transférées au nouveau gouvernement et les nouveaux gouvernements se sont contentés de recopier le statut du chef colon qui était là et d'assumer la présidence de la République comme le colon le faisait. Et ça dans tous les systèmes coloniaux. Je m'explique. Là, vous avez parlé plus spécifiquement de la France. Oh, ce serait valable pour le Nigeria, ce serait valable pour le Libéria. Et ce serait valable aussi pour les lusophones. Pour les lusophones. Voilà, le président de la République. Oui. Le président de la République, parce que en Europe, la plupart des États aussi avaient ce format du chef, du grand chef de la République. Et ça a été copié, on a pris comme ça et on a écrit ensuite des textes pour rendre conformes les pratiques au désir de ceux qui ont installé la République au commencement. Alors très bien, ça signifie que grosso modo, oui, on aurait un système d'essence française, un système d'essence britannique, un système d'essence hispanique, un système d'essence portugaise? Non, globalement, on a un système avec les présidents de la République inspirés du jacobinisme de 1789. Qui pourrait être valable, qui pourrait être valable, par exemple, pour les colonies espagnoles, presque toutes les colonies indépendantes. Portugaise, francophone. Au Congo, lusophone, on avait un président de la République. Au Nigeria fédéral, on avait un président de la République. Au Libéria, plus proche des Américains, on avait un président de la République. En Sierra Leone, comme en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. À l'indépendance, il y a eu une sorte, tous ces pays entrant dans les Nations Unies ont voulu avoir des présidents de la République. Le modèle britannique n'a pas été vraiment copié. Très bien. Alors, quelles sont les spécificités? Et je voudrais que nous commencions par 1958. Alors, en 58, on n'était pas encore indépendant, en tout cas. Oui, je veux dire le modèle issu le modèle était plutôt copié sur la Constitution de 58 pour les francophones. Mais les autres, c'était pas différent, puisque la France elle-même
la Belgique, l'Italie, l'Espagne, qui est une royauté, le Portugal, en ce qui concerne la Belgique, qui avaient des monarchies et des premiers ministres, mais les pays africains ont pris simplement aux indépendances la logique d'installation d'hommes forts. L'idée, c'était que ces pays avaient besoin de personnalités fortes, quelle que soit leur langue. Que ce soit en Afrique du Sud ou en Algérie, au Kenya ou en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il faut un homme fort, un chef de l'État, et puis cet État neuf, indépendant, avec des groupes ethniques différents, avait besoin d'une personnalité forte pour conduire à la construction de la nation. Ça a été une erreur? L'État est né avant la nation. Ça a été une erreur. Pourquoi? Mais parce que donner tous les pouvoirs, plein de pouvoirs à une seule personne, dans un pays où des groupes ethniques, des gens sont totalement différents, avec une pauvreté, l'analphabétisme, c'est transformer ces chefs en tyrans locaux. Et puis, bon, c'est comme ça ils ont été. Et pendant 2 décennies, 3 décennies, 4 décennies, il y a eu les partis uniques. La construction de la nation nécessite une unicité de pouvoir, une uniformité de point de vue, et puis bon, pas d'opposition, pas de presse libre, pas de contradiction. Je m'excuse de vous interrompre. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'avant les indépendances, il y avait beaucoup plus de liberté de mais ce parce point que de vue. Les colons, comment expliquer qu'après, il y ait eu la confiscation? Les colons étaient là, et la plupart du temps, ils avaient répliqué le système qu'il y avait dans leur pays. Et dans les pays francophones, les colons étaient là, ils votaient pour envoyer des délégués au Parlement français, c'était des délégués des territoires africains, des territoires colonisés, et au moment des indépendances, il n'était plus question que les Africains soient représentés au Parlement. Le choix s'est posé, et puis je pense que les Français ont tranché par des accords de coopération, on va coopérer. Les Anglais ont tranché par le Commonwealth, on va s'enrichir ensemble, mais ces populations africaines ne viendraient pas avoir des représentants à la Chambre des communes ou au Palais Bourbon. Vous allez vous gouverner, on transfère les compétences, vous gérez. Ce transfert de compétences a fait que les régimes qui sont arrivés jusqu'en 1959, qui étaient pour la plupart pendant 1 an ou 2, entre 58 et fin 59, qui étaient des régimes parlementaires. Les pays étaient dans une communauté, le chef de la communauté était à l'Élysée, donc comme un roi, et dans chaque pays, il devait avoir des premiers ministres. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais dans le cas ivoirien, par exemple, Houphouët-Boigny était premier ministre jusqu'à la proclamation de l'indépendance, parce que le monarque était à Paris, De Gaulle. Et c'est une fois l'indépendance proclamée que toutes ces constitutions ont changé. Nous ne sommes plus sous tutelle de la France officiellement, donc nous allons nous aussi avoir des présidents de la République plutôt que des premiers ministres sous De Gaulle. Et puis ils ont tous changé de constitution pour avoir des hommes forts. Est-ce qu'on peut considérer que du côté anglophone, oui, il y a eu une uniformisation de la démarche tel que nous voyons que ça s'est passé dans les États post-coloniaux francophones? Sur la post-colonie, la démarche a été pareille. Il n'était pas question que dans certains pays, il y ait des présidents de la République et puis dans d'autres pays, des premiers ministres. Il fallait que le modèle soit uniformisé. Si au Sénégal, il y a un président de la République, il faut qu'au Libéria, un président, au Nigeria, un président, au Kenya, un président. Si les pays anglophones avaient suivi le modèle britannique, ils auraient instauré un contrôle de l'exécutif par le Parlement et ils se seraient contentés d'un premier ministre en faisant comme le Canada ou comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et en considérant que le monarque, même s'il n'a pas de pouvoir de gestion directe, il resterait la reine d'Angleterre. Le Canada a son premier ministre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les Anglais qui gouvernent.
ce sont des pays autonomes, mais ils ont préféré avoir ce Premier ministre qui gère des pays africains. On voulait tous leur président de la République. Anglophone comme francophone, que ce soit chez Nyerere, que chez Jomo Kenyatta ou ailleurs dans les pays francophones. Le modèle africain a été taillé pour que nous ayons tous nos chefs. Très bien. Alors, il en a résulté donc un système de parti unique. Oui. Qui a généralement débouché sur des formes plus ou moins avérées d'autocratie. Oui. Nous avons eu dans d'autres cas des démocraties dites populaires, oui. Qui sont toujours restées dans la forme autocratique de la gouvernance. Puis nous avons eu les démocraties dites libérales, oui. Qui nous amènent dans un champ dont nous allons parler tout à l'heure. Avant d'y arriver, je vais donc vous demander votre analyse en tant qu'homme politique, oui. en tant qu'intellectuel africain, votre analyse sur l'état des lieux actuel. Si vous deviez expliquer à des jeunes Africains qui ont 18 ans, 20 ans, l'état des lieux, la situation actuelle de la gouvernance due au système politique dont nous avons hérité et que nous entretenons aujourd'hui, que leur diriez-vous? Je leur dirais que lorsque le colon est arrivé, il est devenu propriétaire de l'ensemble de territoires, disons africains, des hommes, du sol, du sous-sol, des arbres, des rivières. Il a baptisé tout cela, il a donné des noms à nos différents pays. Et lorsque la colonisation est terminée, au moment où le colon partait, il a confié à nos parents le soin de se prendre en charge. Et nos parents, au lieu de rétrocéder le patrimoine qui avait été confisqué par le colon aux propriétaires initiaux, les peuples, qui sont les souverains dans un pays normal, nos parents ont préféré, les élites des indépendances ont préféré garder le pouvoir du colon pour elles-mêmes et puis continuer à exercer sur les peuples le même type de pouvoir que le colon exerçait sur ces peuples-là. Et c'est ce qui a donné tout ce que vous venez de dire, et le parti unique, et la mauvaise gestion, et l'autocratie, et puis avec pour résultat le recul du continent, des progrès moindres depuis les indépendances comparées à la période coloniale, et puis plus de violence, plus de guerre, parce que nous nous sommes battus pour savoir qui allait devenir le détenteur du pouvoir. Est-ce que ces violences-là sont consubstantielles au système? Oui. Ces violences sont consubstantielles au système parce que il ne s'agit pas seulement d'un homme qui est président. Il s'agit d'un homme auquel on donne des pouvoirs illimités sur les hommes, sur les ressources. Et lorsque les pouvoirs sont illimités et que cet homme peut tout faire indéfiniment, alors il devient le centre de convoitise. Bien sûr, le centre d'enrichissement pour lui-même, le centre de distribution de rentes autour de tous ceux qui peuvent devenir des turiféraires, des ayants droit, des membres de la cour. Et comme il peut distribuer autour, tous autour aussi deviennent tentés par cette concentration de richesses. Mais vous avez participé à un système qui a fonctionné comme ça? Oui, j'ai été pendant 10 ans président d'un parlement dans un régime présidentiel avec un pouvoir concentré dans les mains du président de la République et les autres institutions n'ayant pas de pouvoir. Mais notre engagement en y allant, dans notre programme de gouvernement en y allant, c'était justement de changer cet état des choses, de ce qui ne fut pas. Malheureusement, nous n'avons pas pu. Est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi? Est-ce qu'en réalité, dès le départ, il était réellement question, n'était-ce pas démagogique ou programmatique du point de vue politique que de faire des promesses de cette nature? Non, il y a eu deux éléments. Il y a un élément propre à nous, en interne. Certains y croyaient, certains rêvaient de changer effectivement
et le régime présidentiel en régime parlementaire et la concentration des pouvoirs au même endroit à une démocratisation des pouvoirs. Notre slogan à nous, quand on arrivait au pouvoir à l'époque, c'était de dire au peuple, donnez-nous le pouvoir pour que nous puissions vous le rendre. Et je pense que c'était sincère. Et puis, c'était sincère, mais l'attrait du pouvoir, l'exercice du pouvoir, les privilèges autour du pouvoir ont pu, je présume aujourd'hui, s'aimer le doute dans l'esprit de certains d'entre nous qui ont pu se dire, bon, pourquoi nous dépêcher de rendre le pouvoir qu'on nous a donné? Peut-être que nous pouvions, comme l'ancien régime, le garder encore un peu pour nous aussi devenir puissants comme les gens des anciens régimes, pour éventuellement préparer des alternances qui se feraient toujours à notre profit, parce que la politique coûte cher, il faut avoir de l'argent pour la financer. Si nous nous dépêchons de démocratiser, nous n'aurons peut-être pas les moyens de faire face à ceux qui pendant 40 ans ont exercé et qui ont de la richesse et pourraient toujours... il y a eu des moments de doute, ça c'est en interne. Et puis, il y a eu l'environnement en dehors de nous qui n'a pas facilité aussi le travail. Environnement ivoirien ou international? Ivoirien et international. Ivoirien au sens où nous sommes arrivés au pouvoir dans une ambiance de crise identitaire qui durait depuis une décennie déjà, avant l'arrivée au pouvoir de 90 à 2000. Et il fallait gérer cette crise identitaire avec une partie de la population qui se sentait exclue, avec un discours ivoiritaire qui tirait sur le repli identitaire, le repli tribal, avec une réaction en face qui était de monter une rébellion, de faire des tentatives de coup d'État, et tout cela a déstabilisé, au-delà du parti, a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Et en international, on a eu dans la sous-région des pays qui, contrairement aux engagements pris au sein de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine, ont accepté d'être sanctuaires des centres de déstabilisation. Et on donc sait que le Burkina est apparu comme ce supplétif-là, mais y en a-t-il d'autres? Oh, à l'époque... vous pouvez le dire, hein, sur oui, à l'époque, il y en avait d'autres. Les premiers moments de la rébellion ivoirienne, on a trouvé des soldats libériens, sierra-léonais, maliens, qui venaient du Niger, de partout. Mais parce que le combat était tel que les gens étaient attirés par les promesses de financement. Et si vous remarquez d'ailleurs, ces promesses n'ont pas toujours été tenues. Quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques jours en Côte d'Ivoire encore, des gens, c'est plus 8 000 ou 9 000 personnes qui se lèvent pour dire on nous a promis des paiements depuis 2008-2009 qui n'ont pas été réalisés. Mais en 2008-2009, Ouattara n'était pas encore président. Si ces gens-là disent que des promesses leur ont été faites, c'est que ces promesses ont été faites avant l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Bon, ces promesses d'attrait ont fait que plusieurs personnes de la sous-région, dans la bande de Kankan Nzérékoré, dans ces forêts, il y a des combattants des guerres du Sierra Leone, des guerres du Libéria, qui étaient là et qui sont encore là, qui attendent simplement que vous veniez leur donner de l'argent pour aller se battre. Donc en international, dans la sous-région, en violation des engagements internationaux des pays, on a eu à faire face à cela. En interne, en Côte d'Ivoire, il y avait ce conflit identitaire. Et puis nous-mêmes, au sein de nos organisations politiques, il y a eu des moments de doute. Et puis tout cela a fait que les objectifs que nous avions fixés de rétrocession du pouvoir au peuple, de modification du régime politique, tout cela n'a pas été fait. À partir de 2002, notre programme a été arrêté. Il n'y avait plus qu'une seule chose, gérer la sortie de crise. Très bien. Alors, nous étions dans l'état des lieux. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose si vous deviez vous exprimer devant la jeunesse africaine, ou est-ce que vous en avez fini pour que nous passions à un autre point? Je leur dirais alors que ce qui compte dans les régimes politiques, vu cet état des lieux, si ces jeunes devaient faire des modifications pour l'avenir, de ne pas
penser que ce sont les hommes qui importent dans la mise en place du gouvernement. Ce sont les pouvoirs qu'on accorde au gouvernement. Si vous accordez au gouvernement des pouvoirs illimités, vous allez avoir des hommes forts avec des pouvoirs illimités qui vont tout écraser. Si vous accordez au gouvernement des pouvoirs limités, vous allez avoir des hommes politiques de qualité qui vont vous respecter et qui ne pourront pas vous écraser. Ce qui est important, ce n'est pas qui gouverne, mais c'est ce que le gouvernement doit faire par rapport à nous, citoyens. C'est vous, jeunes d'Afrique, là, c'est vous qui êtes les souverains. Et si vous êtes souverains, la part de votre souveraineté que vous donnez à ceux qui vous gouvernent, faites en sorte de ne leur donner que le minimum. Si vous leur donnez tout, ils vous écrasent. Si vous leur donnez peu, vous pouvez les contrôler et exiger qu'ils vous rendent compte et puis avoir le droit de demander des comptes sans qu'ils ne se retournent contre vous en termes de répression. Ça, c'est le conseil que je leur donnerai pour terminer ce chapitre. Très bien. Alors, le leadership de l'Afrique post-coloniale, oui, tel que nous le connaissons, en réalité, c'est un leadership supplétif. Je crois que là, tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que un tel leadership peut être porteur oui, des changements positifs qui peuvent être attendus des peuples en matière de gouvernance? Non, si c'est un leadership supplétif, il est difficile qu'il puisse conduire à des changements attendus par les peuples. Vous dites si c'est un leadership supplétif. Vous n'êtes pas d'accord que je suis d'accord. Si on s'inscrit dans cette hypothèse du leadership supplétif, il n'y a rien à attendre, sauf la violence, les coups d'État, les détournements, la corruption, etc. Mais si l'option changeait et qu'on entrait dans un leadership effectif qui a de l'effet, qui est contrôlé, qui s'assume pleinement, un leadership responsable de ses actes, responsable devant ceux qui lui donnent ce leadership, alors on serait en droit d'attendre de bouleversements énormes qui iraient à la prospérité des peuples, qui iraient à la justice et à la liberté pour ces peuples. Il y a les deux choix. Le leadership responsable, oui, ça conduit au développement, au bonheur, à la prospérité. Le leadership supplétif, qui ne veut rien dire d'autre que l'exercice du pouvoir de transfert de compétences qui ont été réalisés à l'époque. Vous, Coulibaly, vous êtes président de ce pays, mais attention, ceux que vous devez respecter, ceux que vous devez écouter, ceux pour lesquels vous devez travailler, c'est pas votre peuple qui est là. Ceux-là sont juste allés voter pour vous, mais vous savez bien qu'ils ne sont pas une menace pour vous. Ceux que vous devez respecter, c'est ceux qui vous financent, c'est ceux qui vous aident, c'est ceux qui permettent à votre budget d'être complet, c'est ceux qui peuvent vous imposer des actes. Et tant qu'on est dans cette logique, les peuples iront mettre des bulletins dans les urnes, mais le travail que nous ferons ne se tournera pas vers ces peuples. Nous continuerons d'aller chercher de l'aide internationale pour nous enrichir nous-mêmes et puis donner des miettes aux populations. Et les richesses de ces populations, les richesses du territoire, nous allons les extorquer à ces peuples pour les mettre à la disposition de connivence, de relations parfois inavouables. Et puis bon, ça conduit à la pauvreté, à la misère et à la guerre. Parce que ça fait que si c'est Coulibaly qui exerce, vous vous direz, bon, pourquoi lui bénéficie de ce privilège depuis tant d'années? Si ce n'est que ça gouverner, pourquoi pas? Je vais le remplacer. Vous allez voir vous aussi des amis qui vont vous donner les instruments nécessaires pour renverser Coulibaly et les arguments ne manquent pas. Son ethnie a trop duré au pouvoir, sa religion a trop duré au pouvoir, il faut changer maintenant, nous aussi notre ethnie doit arriver et puis vous allez monter votre groupe ethnique, votre région contre mon groupe ethnique, ma région et les partis politiques sont sur ce plan-là totalement défaillants. Très bien. Alors, nous allons maintenant entrer dans le cœur de notre sujet. Je vous en prie. Quel type de système politique
conviendrait-il aux pays africains, étant donné les paradigmes socioculturels et historiques qui sont leurs référents, tels que je l'ai indiqué dans l'introduction? Alors, on a le choix aujourd'hui dans le monde moderne entre le système qui oblige ceux qui gèrent l'État à rendre compte et le système qui ne les oblige pas à le faire. Le système qui ne les oblige pas à le faire, c'est ce que nous avons pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Quel que soit le type de pays, sauf 3 ou 4, il n'y en a pas de masse. Et si on devrait répondre à la question quel système politique, il y a l'autre, c'est de faire en sorte que les dirigeants rendent compte. Comment faire? Premièrement, donner les moyens au peuple de demander des comptes. Le niveau initial, le niveau de base, c'est d'aller sur le principe élémentaire que c'est le peuple qui est souverain. S'il est souverain, chacune de ses composantes est souveraine. Donc les individus, vous et moi, nos familles. Si nous sommes souverains, nous devons avoir notre souveraineté sur quelque chose, sur nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant qu'individus. Nous devons être libres et donc responsables. Et qui dit liberté et responsabilité dit propriétaire de quelque chose. Propriétaire de notre vie, d'accord, mais propriétaire d'un patrimoine. Le patrimoine minimum auquel nous devons avoir droit, c'est quand même la propriété de notre terre, de nos sols, et que ce soit en foncier rural ou en foncier urbain. Et il faut que nous commencions par là. Donner la souveraineté aux peuples africains sur les terres africaines. Rien ne sert à dire que nous sommes chez nous, ce sont nos matières premières, c'est notre pays, alors qu'on n'a même pas la preuve que nous sommes propriétaires de quelque chose sur ce continent. Et ça, c'est la première étape, rendre le peuple souverain. Ça se passe de façon élémentaire. Dans la Constitution française de 1858, le peuple est souverain. Oui, mais pour le peuple français, oui, ça marche. Quand vous arrivez en France, vous trouvez la terre française, ce sera le lopin de terre de Dupont, de Dubois, etc. En Afrique, et Dupont vous montrera un titre foncier. Il dira, je suis à Marseille, je suis propriétaire de 10 hectares. Et il vous donne un titre foncier de propriété de sa famille sur les 10 hectares qu'il a acheté à quelqu'un, ses parents l'ont eu. Mais nous ne l'avons pas. Napoléon a fait le cadastrage de la France. Et nous n'avons fait le cadastrage des pays africains, en tout cas, pas encore. La première étape, c'est de mettre en pratique cette souveraineté. Faire le cadastrage du territoire du Mali, du territoire du Sénégal, du territoire du Burkina, etc. Et puis donner à chaque famille, quel que soit l'endroit où elle est, un titre foncier sur son lopin de terre ancestral. Quand on dit quand elle en a. Quand elle en a. Okay. Et généralement, tous les citoyens maliens n'ont pas de terre, mais toutes les terres du Mali doivent normalement avoir un propriétaire quelque part. Si vous arrivez dans les villages du Mali et vous êtes capable, ou au Sénégal ou en Gambie, les gens sont capables de vous dire ça c'est la famille de un tel, ça c'est la famille, et ça c'est la terre de un tel, ça c'est la terre de un tel. La première étape, c'est de mobiliser les géomètres. De la même façon que les villes sont loties, dans lesquelles chacun a sa cour, à son lopin de terre, à son lot. De la même façon, les champs, les terres doivent avoir leur carte d'identité, leur papier pour les citoyens. Vous pensez que le système politique doit partir de là? De là. Si nous n'avons pas cette base de départ, reconnaître, parce que c'était déjà au peuple, reconnaître la propriété du territoire pour les populations, si nous ne partons pas de là, alors tout le reste devient faux. Il ne sert à rien de proclamer que le peuple est souverain s'il n'est pas propriétaire de quelque chose. Si vous lui donnez le titre foncier, en ce moment-là,
ce peuple qui a un titre foncier, qui est donc propriétaire de quelque chose, est responsable de cette chose et est libre de faire ce qu'il veut de cette chose. Supposons donc que cela est fait. Si ça c'est fait, alors les propriétaires de la terre du Mali, du Gambie, du Sénégal, du Kenya, se mettent ensemble pour définir dans quelles circonstances l'État qu'ils vont construire et auquel ils vont céder une partie de leur souveraineté, va les gouverner et sera obligé de leur rendre compte. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de président de la République, d'hommes forts. On a besoin d'États minimum qui rendent compte aux populations. Et quand on choisit, là on a le régime présidentiel, le régime parlementaire. Le meilleur choix, après 54 ans de régime présidentiel, le meilleur choix aujourd'hui, c'est le régime parlementaire. Est-ce que les élites africaines sont prêtes aujourd'hui à opérer ce changement, qui est quand même un changement radical, puisqu'il fait appel aussi à des conceptions culturelles du pouvoir, tel que nous le percevons? Oui. Et les élites africaines, quand on regarde leurs pratiques, ne sont pas encore prêtes. Parce qu'elles n'imaginent même pas, pour beaucoup, que le peuple doit être propriétaire de quelque chose. Les élites africaines pensent qu'il faut donner au peuple juste un bulletin de vote. Et puis lui demander de choisir entre des candidats qui vont aller gérer le pays, le sol, le sous-sol, les ressources. C'est un paradigme qu'on a appliqué depuis 54 ans. C'est un paradigme qui a conduit à la pauvreté, à la misère. C'est un paradigme qui n'a pas apporté la prospérité. Le changement de paradigme qui est proposé là, c'est de dire désormais le sol appartient à telle famille dans tel village. Le sous-sol lui appartient aussi. Si vous faites un puits sur votre territoire, que vous puisez de l'eau, l'eau c'est pour vous. Si vous plantez sur le sol des arachides, c'est pour vous l'arachide. Il faut conduire cette logique en disant, si en creusant votre puits que vous trouvez de l'or, bon, il n'y a pas de raison que l'or ne soit pas à vous. Alors pour revenir à notre question essentielle, c'est-à-dire que institutionnellement, comment vous voyez l'organisation d'un tel système? Institutionnellement, il y a le peuple souverain donc qui est propriétaire, ça c'est réglé, qui va élire des députés, des représentants à une chambre, et ces représentants vont choisir au sein de la majorité de ce Parlement un Premier ministre qui va gérer l'État, qui sera responsable devant le Parlement et le peuple avec une opposition dans ce Parlement qui sera elle aussi respectée, et le peuple demandera des comptes à toute cette classe politique qui aussi rendra des comptes. Schématiquement, ce n'est que ça. C'est-à-dire, pour que nous nous comprenions bien, les principes de la démocratie libérale sont maintenus, oui, sont entretenus, oui, sont promus, oui, qui permettront, oui, au plan institutionnel, oui, de mettre en place une assemblée, oui, représentative telle que vous venez de le dire, et qui, elle, désignerait le Premier ministre qui lui rendrait compte. Exactement. Mais dans ces principes de la démocratie libérale, il faut prendre le soin, dans la proclamation des droits, de bien faire en sorte que de sanctifier le droit à la propriété des peuples. Dans nos constitutions actuelles, on dit que la propriété est inviolable, mais on ne reconnaît pas le droit des peuples à cette propriété. La propriété collective, la propriété étatique est sacrée, mais la propriété privée, non. Il faut sanctifier cette propriété privée. Nul n'a le droit d'arracher sa propriété privée à un citoyen de ce pays. Et puis à partir de là, le citoyen va voter, choisir des députés. On ne fera plus qu'une seule élection. Pas d'élection présidentielle qui amène les gens à s'entretuer parce qu'il faut que notre ethnie, notre groupe, au niveau national, arrive à rassembler 50% plus une voix. Difficile. Dans des pays d'analphabètes, de divisions tribales, régionales, de pauvreté, localement, on choisit des députés dans les différentes circonscriptions.
ces députés dans des partis politiques se réunissent, la majorité au Parlement est désignée et puis choisit son Premier ministre qui va aller gérer l'État. Professeur, en préparant cette émission, je discutais avec un ami qui m'a dit, vous savez Mariko, la solution c'est qu'il faut qu'on retourne à nos monarchies traditionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Si nous avions la conviction que un groupe tribal pourrait accepter le monarque d'un autre groupe tribal, pourquoi pas? Au moins, il n'y a plus d'élections. On sait que le pouvoir au sein de cette monarchie va se transmettre à l'intérieur d'une seule famille avec des règles connues. Mais ça ne pourrait pas marcher parce que la tribu de Mariko a son monarque et la tribu de Koulibaly a son monarque. Et puis, comment la tribu de Koulibaly pourrait, avec son monarque, aller se soumettre sans conquête, sans violence, au monarque de la tribu de Mariko? Ça, on n'est que deux. Si vous prenez un pays avec 170 tribus, et d'ailleurs, dès que cela va se faire, les tribus vont se multiplier. Ce sera même plus au niveau de la région, ni de l'ethnie, ni de la tribu. Ce sera le chef du clan. Moi, je suis le chef de mon clan. Je ne vois pas pourquoi me soumettre à l'autre. Ce serait un recul. On a quand même toute la période de l'esclavage, toute la période coloniale, créé de grandes nations, l'AOF, l'AEF, on peut dire ce qu'on veut, mais on se connaît beaucoup mieux. Les générations se sont succédées, ont changé, le niveau d'éducation a augmenté et puis on a construit beaucoup de choses en commun. Il est difficile aujourd'hui de dire que le patrimoine du Burkina va être divisé entre les groupes tribaux du Burkina. À qui irait l'eau, à qui irait la compagnie d'électricité, à qui irait la compagnie de téléphone. Donc ce patrimoine est là, on construit là-dessus. Il est commun. D'ailleurs, à mon avis, moi, ma vision, c'est d'aller même au-delà du Burkina, du Mali, du Sénégal, et puis de reconsidérer toute l'AOF francophone ou bien toute la CEDEAO, et puis d'ignorer complètement les frontières héritées de la période coloniale et de construire des premiers ministres dans chacun de ces pays, et puis une organisation fédérative avec un gouvernement unique, un parlement unique, une politique économique unique, une monnaie unique, commune à tous, et puis de laisser les peuples circuler. Sécurité unique. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai soutenu à Bamako lors du colloque qui a eu lieu avant-hier, c'est que individuellement, aucun de nos pays ne serait capable d'assurer sa sécurité seul. Plutôt que chaque fois d'avoir recours à l'armée française pour venir nous sécuriser, pourquoi ne pas mutualiser ses forces? Le Mali ne peut pas défendre tout seul ses territoires. L'ensemble des frontières du Mali, c'est plus de 7000 km. Montréal, Bamako, à vol d'oiseau. Où trouver les hommes et les moyens militaires pour. Mais si le Mali se mettait dans un cadre plus grand, on aurait une frontière à protéger. Et puis à l'intérieur, les peuples bougent, se connaissent, circulent tranquillement. Nos militaires ne s'occuperaient que de la frontière. Et l'activité prendrait. Moi, je serais même d'avis en ce moment-là qu'on supprime les visas, qu'on supprime les passeports nationaux et qu'on ait la citoyenneté de la CEDEAO, un point trait. De la même façon que les chefs d'État circulent, arrivent, le tapis rouge est déployé, que le vendeur de cola, le vendeur d'igname, la vendeuse d'attiqué puisse se déplacer, vendre son produit librement. Le but des institutions politiques, ce n'est pas d'enrichir les hommes politiques, c'est de faire la prospérité des peuples. CQFD. Merci professeur de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. En réalité, nous sommes en train de préparer à Africable, ce n'est pas facile, nous sommes en train de préparer une émission intitulée « Et si les Africains retraçaient les frontières intérieures du continent ?» Vous venez d'aborder la question. Nous en discuterons probablement au cours d'une émission future. Je pense qu'il faut le faire parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Officiellement, les textes de l'Union africaine disent qu'on ne remet pas en cause les frontières héritées de la période. Tout le monde dit que c'est sacré. Mais on a vu là, en plein midi,
lorsque l'ONU, les États puissants ont décidé que le Soudan avait des frontières coloniales qui n'étaient pas conformes, on a créé un État nouveau, le Sud-Soudan. Et en ce moment, l'hypocrisie générale n'a pas rappelé le principe de base de l'Union. On ne remet pas en cause les frontières héritées. Si on peut le faire, et si on ne fait même pas attention, dans les zones entre le Mali, l'Algérie, le Niger, la Mauritanie, les gens seraient capables de créer un territoire là-bas, un État. Si on ne fait pas attention, à chaque fois, on va morceler. Il faut arrêter avec l'hypocrisie. Ces frontières, on ne les a pas tracées, et elles sont là, elles ne nous arrangent pas. On ne les remet pas en cause, mais on agrandit nos frontières et puis on laisse les gens circuler librement. Moi, je pense que la voie du bonheur et de la liberté des Africains passe par là. Merci, professeur Coulibaly, pour cette contribution. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain sur le thème suivant. Le fleuve Niger est-il en danger? Quelles sont les menaces qui pèsent sur ce cours d'eau tutélaire et qui est la source de vie de centaines de millions d'Africains? Et que font, par conséquent, nos États pour protéger ce fleuve et réduire les menaces auxquelles il est confronté? Envoyez-nous vos observations, vos questions, vos avis au 00223 44 20 80 80, vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Excellente soirée chez vous, continuez à nous faire confiance et à vendredi prochain. We'll be right back.